Bonsoir à tous, c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre pour les grandes gueules Moyen-Orient. Heureux de vous retrouver. Voici les deux sujets de ce lundi 8 février sur lesquels nous allons débattre ensemble. Un tribunal politique, une décision antisémite. Israël ne décolère pas après la décision de la Cour pénale internationale. Elle se dit compétente pour ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés perpétrés par Israël à Gaza en 2014. Alors y a-t-il une obsession israélienne à la CPI? Ce sera notre premier débat diplomatiquement incorrect. Un professeur de Trappes sous escorte policière pour avoir défendu Samuel Paty. L'enseignant dénonce des banlieues où même les musulmans modérés ne vont plus. Au même moment, des chanteuses comme Iseult ou Camélia Jordana dénoncent une France blanche et raciste. Alors posons la question, la France n'est-elle pas en train de sombrer dans une guerre des identités? Et si oui, pourra-t-on éviter l'affrontement? Autant de questions que nous posons à notre invité ce soir, le député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Et bonsoir à tous. Voilà pour les quelques grands titres de ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Benjamin. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonsoir Ali Waked, directeur de la chaîne i24 News en arabe. Bonsoir Olivier Rafovic, colonel de réserve de Tsahal, expert en communication. Je salue également notre grande gueule parisienne ce soir, André Berkoff, éditorialiste politique. Bonsoir mon cher André. Bonsoir. Heureux de vous retrouver comme tous les lundis. Et si vous le voulez bien, eh bien ouvrons maintenant ensemble notre premier débat diplomatiquement incorrect. Et pour commencer, nous allons parler de ce tollé en Israël après cette annonce de la Cour pénale internationale. Le tribunal se dit compétent pour ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés perpétrés par Israël à Gaza en 2014, ce qui évidemment, Noémie Aliwa, ne plaît absolument pas à Jérusalem. Oui Benjamin, absolument, c'est un communiqué qui a fait un petit peu l'effet d'une bombe. Vendredi, la Cour pénale internationale s'est officiellement déclarée compétente pour juger les faits qui auraient été commis entre juillet et août 2014 à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est en fait Fatou Bensouda, la procureure en chef de ce tribunal international, qui avait convoqué les juges de cette chambre pour qu'ils se prononce sur la compétence territoriale de la CPI, sachant qu'Israël n'a pas ratifié le statut de Rome et donc elle vient d'obtenir cette validation, ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête contre Israël pour crimes de guerre. La presse israélienne rappelle également quelques éléments biographiques de la vie de Fatou Bensouda. Qui est-elle? Eh bien, c'est une ancienne avocate gambienne qui fut conseillère juridique de l'islamiste Yahya Jammeh. Il dirigeait une dictature militaire brutale qui a été mise au pouvoir après un coup d'État et accusée de différents crimes pour avoir notamment persécuté l'opposition et la presse. La presse israélienne d'ailleurs souligne qu'une fois éloignée du pouvoir, eh bien, Fatou Bensouda n'a jamais émis la moindre critique contre la dictature qu'elle a servie malgré les sollicitations de la diaspora. Alors, parlons de cette annonce de la CPI qui fait beaucoup réagir depuis 48 heures en Israël. Olivier Rafovic, vous en 2014, puisqu'il est question des opérations israéliennes à Gaza en 2014, vous étiez en Milouim, c'est-à-dire que vous étiez en réserve. Je vais vous poser une question peut-être à l'envers d'abord. Est-ce qu'Israël, qui est toujours présenté comme l'armée la plus morale du monde, a quelque chose à se reprocher sur ce qui s'est passé en 2014 pour être à ce point-là tendu sur ce qui se passe aujourd'hui avec la CPI? Bonsoir Benjamin. D'abord, je dois vous dire que depuis des dizaines d'années, on accuse Israël. À chaque opération, à chaque guerre qu'il y a eu, on a accusé Israël de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. À chaque fois, des ONG liées à soit des États arabes à l'époque, soit à des mouvances gauchisantes, islamisantes, ont accusé Israël. À chaque fois, évidemment, il y a eu des commissions d'enquête, puis rien n'a été donné, rien n'a abouti. Par rapport à l'opération de 2014 contre le Hamas, attendez, dans la catégorie islamisante ou gauchisante? Les deux justement. Mais on en parlera après si vous voulez. Mais non, c'est une bonne question. Merci d'y avoir posé. Donc 2014, l'opération est très dure contre le Hamas. On a 50 jours pratiquement de campagne contre le Hamas, contre le djihad islamique. Il faut savoir que le Hamas, le djihad islamique, comme tous les groupes islamistes dans le monde entier, que ce soit en Mauritanie aujourd'hui, au Mali, dans le Sahel, au Pakistan, au Afghanistan, se cachent derrière les populations civiles
pour attaquer l'ennemi, puis ensuite se retrancher. C'est-à-dire qu'il y a de manière inhérente, de manière endogène dans la tactique et la stratégie des groupes islamistes intégristes, une volonté, je dis bien, d'engager leur propre population On civile se met dans la population, comme ça, quand ça attire, ça tue des civils. Pour la guerre contre l'islamisme... Sur la manière dont Israël a mené cette opération en 2014, c'est ça ma question. Est-ce qu'Israël a des choses à se reprocher pour être à ce point tendu sur ce qu'annonce la CPI? Non, on n'est pas tendu par rapport à cela. On est tendu par rapport au principe. Mais juste par rapport à cette opération. Non, si Israël n'était pas tendu, la réaction du Premier ministre n'aurait pas été de cette vigilance. Par rapport Olivier, moi je pense que... Attends, juste un mot, après je termine. Vraiment un mot. Par rapport à 2014, l'opération a été une opération chirurgicale. Mais par exemple, j'étais à Tel Aviv, à l'état-major, en 2014, le Hamas cache ses arsenaux de bombes et de missiles dans l'école de UNRWA, et dans le sud de la bande du de Hamas, Gaza. c'est une bonne stratégie. Le Hamas, écoutez bien, le Hamas cache toutes ces armes dans des mosquées et jusqu'à aujourd'hui dans l'hôpital Shifa à Gaza. C'est pas un secret, on le sait maintenant. Quand on est en guerre contre une organisation qui veut la guerre... C'est exactement les factions palestiniennes ce qui cherchent. C'est un débat, Olivier. C'est exactement ce que cherchent les factions palestiniennes. De traîner Israël à ce qu'elle commet, c'est qu'elle commet. Parce que quand on parle de Gaza, la dimension, le fait que Gaza c'est la zone la plus peuplée dans le monde, on ne peut pas ne pas tomber, la plus dense dans le monde, on ne peut pas ne pas tomber dans ce genre de piège. C'est exactement... C'est une victoire pour les Palestiniens, qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, la décision c'est une décision politique. C'est vrai qu'il y a des gestes qui ont été commis d'une part et d'autre qui peuvent être définis comme crimes de guerre, mais c'est sans doute une décision politique. Quand on voit la CPI ignorer ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Iran par exemple, on ne peut pas ne pas penser à ce que c'est une décision politique. Moi je pense qu'il y a un autre aspect dans cette décision politique, c'est que la communauté internationale, y compris la nouvelle administration américaine qui a condamné soi-disant cette décision, veut que cette décision se transforme en un levier politique qui apporte les Palestiniens et les Israéliens autour de la table de négociation. Et d'ailleurs, on va rappeler que s'il y a une suite dans cette histoire, ça confère à la CPI la possibilité de dire les Palestiniens ou la Palestine est un État, puisque normalement, une plainte à la CPI doit être déposée par un État. J'aimerais saluer Avnous Shalmani qui nous rejoint ce soir. Bonsoir ma chère Avnous, heureux de vous retrouver comme tous les lundis avec nous. Bonsoir Benjamin. Je vais commencer à Paris avec André Berkov qui est à votre côté si ça ne vous dérange pas Avnous. André, Ali Wakad vient de le rappeler, il y a la réaction de la communauté internationale, il y a ce que fait la CPI qui était quand même très silencieuse sur d'autres conflits, hein. On peut citer la Syrie, on peut citer la Libye, on peut citer le Yémen. Est-ce qu'il y a, vous, vu de Paris, une obsession israélienne à la CPI ? Écoutez, avant de parler de l'obsession de la CPI, il faudrait parler de l'obsession de l'ONU. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous savez ça aussi bien ou mieux que moi, les chiffres des pays extrêmement démocratiques, comme un certain nombre de pays, que ce soit le Soudan, la Syrie et tout ce qui s'est passé, je rejoins Ali Waked là-dessus d'ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 poids et 2 mesures, c'est 1 poids et 10 mesures. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques sur les condamnations d'Israël à l'ONU, que ce soit droits de l'homme et autres, c'est très intéressant parce qu'il y a par exemple 20 condamnations pour Israël et 0 pour l'un, pour l'autre, etc. dans tous les pays démocratiques que l'on connaît sur la planète et qui sont, hélas, encore très nombreux. Je dis démocratie, évidemment, avec des grands guillemets. Donc c'est toutes les instances internationales que vous dénoncez, André Berkov. Certains de ces pays figurent dans la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais absolument, et dans la présidence du Conseil des droits de l'homme, et quand on sait comment chez eux les droits de l'homme et de la femme sont traités, ça prête quand même un sourire. Alors ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas les fautes, et peut-être des fautes graves, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé toujours, mais depuis des années, c'est l'extraordinaire déséquilibre entre les condamnations d'un côté et l'absence absolument totale de jugement sur une vingtaine de pays dont on peut dire que vraiment ils ont sur la démocratie un œil de vétérinaire. Donc voilà. Avnous Shalmani à vos côtés. Oui. Je ne peux que abonder dans ce sens-là. D'ailleurs, les Américains qui s'étaient retirés du Conseil des droits de l'homme de l'ONU de Genève, qui tient son siège à Genève en 2018 sous l'influence de Pompeo et de Trump, ont décidé d'y revenir. Mais Anthony Blinken a quand même tenu à dire que c'était un organisme qui était plein de défauts, qu'il fallait absolument le réformer et que
il y avait un sérieux problème avec l'attention disproportionnée qui était accordée à Israël. Donc je pense que tout le monde est d'accord pour dire que pas seulement la Cour pénale internationale, mais il y a une espèce de gangrénage systématique des pays non démocratiques pour venir grignoter de l'espace et qui ont effectivement une obsession israélienne. Mais d'ailleurs, regardez, l'Amérique avait arrêté de payer ses contributions à l'ONU. Ils sont en retard de 3 milliards d'euros. Là, ils ont décidé de remettre sur la table parce que si... Moi, j'ai très confiance en Antony Blinken comme à l'État, au département d'État. Je pense que c'est quelqu'un qui accorde une vraie importance aux droits de l'homme et pas juste comme levier politique pour influencer dans des pays. Donc tout ça commence à sentir bon. Après, pour revenir exactement à ce sujet-là, je vais reprendre, je vous le dis à chaque fois, mais je ne m'en lasse pas, de citer Golda Meir qui disait qu'Israël est un pays comme les autres avec ses traîtres et ses assassins. Et je pense exactement comme l'armée française qui, dans des opérations au Mali et au Sénégal, a pu se retrouver mis en cause pour du proxénétisme, exactement comme les Américains. Souvenez-vous, l'affaire de la milice Blackwater, dont Trump a évidemment décidé de tous les sortir de prison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a toutes les armées du monde. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Attendez, Olivier, laissez-la finir. D'accord. Je veux dire que ce que je suis en train de dire, c'est que toutes les armées du monde, que ce soit la française, l'américaine, l'israélienne, la saoudienne, la yéménite, l'iranienne, à l'intérieur de toutes les armées, vous avez des brebis galeuses. Et je trouve que c'est à l'honneur de tous les États démocratiques, évidemment, de juger et de condamner les brebis galeuses qui font partie de leurs armées. Et ça ne devrait pas choquer. Ce qui nous choque, c'est que ça vienne de la Cour pénale internationale qui est gangrénée, exactement comme le Conseil des droits de l'homme. Et nous avons raison de réagir ainsi. Mais au fond, dans votre propos, il y a quand même... Le dossier qu'a sorti la CPI, ils disent aussi que le Hamas, s'est rendu coupable de se servir de bouclier humain qui s'est rendu. Et donc tout ça aussi est une réalité. C'est toujours bien de condamner ceux qui... D'abord, la CPI, il faut savoir, c'est le descendant du tribunal de Nuremberg. Donc quelque part, il y a une espèce de jubilation à avoir à un moment donné dans l'histoire pénale jugé les nazis, puis maintenant on juge les juifs parce que quelque part, attendez, non, parce que non, c'est trop grave, parce que non, je parle, laissez-moi parler, Ali Wakel, s'il vous plaît. Olivier Rafovitch. Je parle d'antisémitisme et je parle d'antisionisme. Et d'ailleurs, la CPI devrait s'appeler la CPAI, la Cour pénale anti-israélienne, parce que cette cour-là, aujourd'hui, elle joue un rôle. Elle joue un rôle politique, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez dit également, l'agenda politique de la CPI... On vit de l'antisémitisme, attendez. On va parler dans un temps de l'antisémitisme. On va y venir. L'agenda politique de la CPI devance l'agenda juridique. Mais juste un mot. On parle de M. Blinken. Je pense qu'aujourd'hui... l'environnement, l'ambiance entre les USA et Israël, qui n'est pas pour l'instant une ambiance, je dirais, chaleureuse. Encore une fois, je répète, chaque semaine... Mais Gabi Ashkenazi a parlé avec Blinken, justement, de la CPI. Lui a parlé avec Blinken, et pour l'instant, les relations ne sont pas arrivées au sommet. Il n'y a pas eu encore de téléphone entre M. Joe Biden et M. Netanyahu, ce qui est pour nous une première... Attendez. Le fait qu'il y ait cette ambiance un peu gelée, pour l'instant, entre Washington et Jérusalem, favorise l'ébullition, le bouillonnement de toutes ces fascinations et de toutes ces jubilations anti-israéliennes. Là, on parle de la CPI. Mais pour revenir à ce qu'a dit notre invité à Paris, Abnous. En fait, oui. Et en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle insinue maintenant que la CPI, en voulant faire une enquête qui d'ailleurs n'aura pas lieu, je vous le dis tout de suite, elle n'aura pas lieu cette enquête. Parce qu'il n'y a aucun droit, aucune compétence juridique pour que la CPI vienne mettre ses pieds ici, mettre de la boue sur Israël. Nous sommes une armée avec une cour de justice. Que dit Abnous au fond, c'est Israël est un pays comme un autre, donc ne montrez pas de blanche comme les autres. Mais ce qu'elle ne sait pas, mais ce qu'elle se met le danger là des instances internationales. Le dernier mot, attendez, le dernier mot, Benjamin. Ce qu'elle ne sait pas, et ce qu'elle dit de manière très grave, c'est qu'elle fait une égalisation entre le Hamas, groupe terroriste, et l'État d'Israël. Et c'est absolument hors de question que la CPI mette à égalité. On a compris, on va passer la parole. C'est comme si on mettait... Le militaire israélien avoue que de temps en temps il y a des fautes, il y a des soldats qui rentrent en prison pour commettre des fautes. Si un procureur israélien il avoue, et dans une... Vous savez laissez-le terminer, 2 secondes. Laissez-le terminer. Dans cette densité de Gaza, André Berkoff a parlé de fautes. Dans cette densité de Gaza, ces fautes sont inévitables. On veut viser une base du Hamas. Il y a une maternité à côté de cette base du Hamas. Vous connaissez une guerre où il n'y a pas de victimes, pas de blessés, mais absolument. Vous connaissez une guerre contre le Hamas.
Les Moi, Français je dis que aujourd'hui la au Mali, la meilleure perdent des hommes réponse à la tous les CPI, jours. c'est de voir les démarches qu'ont fait les procureurs militaires israéliens. Les islamistes intégristes de par le monde font la guerre à l'Occident en ayant la C'est volonté pas la même guerre, que Olivier, c'est pas la même guerre. Donc vous vous dites qu'il ne faut pas mettre dos à dos une armée régulière et des groupes Mais c'est terroristes. absolument Je vais pas redonner possible. la parole à Paris qui veut réagir. André Berkoff. Je ne l'ai jamais Et fait, Abnous. je tiens à le dire quand même, Benjamin. oui, je Olivier, voudrais- je n'ai oui. jamais dit ça. Je ne les ai jamais Non, mis mais vous dos à avez dos. comparé Donc, Hamas et bien sûr Israël. qu'il ne fallait D'accord. surtout pas mettre sous le tapis, jamais. Ah non, j'ai pas dit Alors, ça. J'ai précise, dit, et Abnous. en plus, dans le rapport, pour une fois, on parle aussi des crimes du Hamas. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, effectivement, ça m'a surprise de voir Non, mais dans ce aussi, rapport qui était à c'est là charge aussi qui est contre gênant. Israël, comme ça arrive systématiquement, la Cour internationale pénale Non, mais- et le Conseil des droits de l'homme, pour une fois, ont mentionné aussi, mais ce n'est pas mettre une armée et une organisation terroriste face à face. Je me permettrai jamais de faire Non, ça. vous non, mais la Clair. CPI le Je crois fait. que le problème, Vous non, franchement, mais il- la CPI. André Berkoff. Oui, Non, mais là, oui, mais non, moi, je attendez. fais pas ça. Attendez, Olivier Rafovitch ou Ali Waked, il faut arrêter, simplement, il faut quand même peut-être prendre un tout petit peu de recul là-dessus. L'histoire de la guerre, Gaza, etc., depuis que Gaza a été rendu, on sait très 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 bien que malheureusement terriblement, ça va encore continuer. Il y a ça, il y a les ripostes, etc., il y a tout ce que vous avez dit, il y a la densité de Gaza, etc. Ça n'empêche pas que les centaines de camions, et je l'ai vu moi-même, vont vers Gaza, etc. C'est un État, hélas, dans l'ébullition, comme avec la Cisjordanie, etc., qui va, hélas, durer tant qu'on n'aura pas réglé le problème Palestine-Israël, État palestinien, État israélien. On le sait, vous le savez mieux que moi. Le problème aujourd'hui, il est effectivement dans les instances internationales. Et le vrai problème des instances internationales, et ça ne concerne pas qu'Israël, c'est cette espèce de, vous savez, La Fontaine qui disait « ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, hein, le loup et les agneaux ». Alors, il y a le bouc émissaire, on a le bouc émissaire ou certains boucs émissaires, et ben on y va. Et hélas, c'est quelque chose de terrible. C'est Israël. Qui a, comme vous le savez, existé. Rappelez-vous les histoires. Hein? Oui, Ah bah oui, clairement. Tout à c'est fait. Israël comme était à un moment donné, si vous critiquiez l'URSS, vous étiez un hitléro-trotskiste. Non mais attendez, Voilà. que la CPI. Le problème, c'est Non, qu'à mais- un moment donné, mais André il y a une Berkoff, certaine partie André de la Berkoff, situation André qui est là. Berkoff, André Berkoff, Oui. excusez-moi. D'abord, je vous respecte beaucoup. Et on est depuis très longtemps en contact de manière ou d'une autre. Mais là où je suis pas d'accord avec vous maintenant, si vous me permettez, c'est que la CPI se permet de juger un État, n'est-ce pas, qui se bat contre le terrorisme. Elle le sait très bien, la CPI. Elle le sait très bien Je que sais c'est que la compliqué. CPI n'a pas Mais la jugé CPI Israël, aujourd'hui, n'a pas jugé attendez, Israël. la CPI aujourd'hui enquête pour Israël, mais la Syrie, le Liban, le Yémen, le monde entier, la Corée du Nord, en parlons-en. Et même si on peut parler de ça, parlons également de la Mais ils l'ont France. dit à Paris. Non, Ils l'ont dit. non, mais Ils l'ont c'est dit. pas ça. Notre première C'est que émission. la CPI aujourd'hui, c'est du Kafka. C'est du Kafka. On fait un procès kafkaïen à Israël. Elle sait très bien que c'est compliqué, mais pourquoi elle le fait? Pourquoi la CPI Mais tout d'un coup ils sont d'accord avec vous là-dessus, Non, mais Olivier. jamais, Ils mais n'ont pas oui, dit le contraire. Non, mais la CPI veut le faire parce qu'elle veut. Oui, mais pourquoi? on est Non, mais d'accord. pourquoi? Mais Ali Waked veut parler. Ali. Mais pourquoi la CPI Ali veut le faire? Waked. Dans notre toute première émission des Grandes Gueules, on a parlé de l'échec de l'information israélienne, de la propagande israélienne. Et les arguments d'Olivier Rafovitch, elles prouvent pourquoi Israël échoue chaque fois en expliquant. Parce que moi, si je devais donner la réponse israélienne, je dis il y a toute une douzaine ou une vingtaine d'enquêtes qui ont été auto-menées par l'armée israélienne, par le procureur militaire Donc, il faut israélien, accepter de sur jouer ces le jeu de l'enquête. soi-disant des crimes ou des fautes commises par l'armée vous êtes israélienne. naïf, Mais vous êtes naïf. commencez Mais vous à êtes dire, naïf, Ali commencez Waked. à dire comme le Vous Premier croyez- ministre Ali que Waked. la CPI c'est de l'antisémitisme. Mais- Utiliser l'antisémitisme 5 fois par jour, ça vide. Écoutons Benjamin Netanyahu. l'antisémitisme. Ali Vous savez, Waked. à cause de Mais l'antisémitisme, vous croyez- des milliers de gens ont été tués. Ali Waked, Et vous croyez définir vraiment- chaque décision Ali Waked. politique d'antisémite, Vous croyez c'est vraiment vraiment que c'est trop? exagéré. Vous croyez On va vraiment que réécouter, si- pardon Olivier, vous croyez Olivier, vraiment que si Olivier, Israël donne on va à la réécouter CPI Benjamin Netanyahu. la liste des Et je vous enquêtes entends, Olivier, on aura la solution au problème. Je pense que ça vide la décision de On la écoute CPI. Benjamin Netanyahu. Vous êtes naïf, vous êtes naïf. Lorsque la CPI enquête sur Israël pour de faux crimes de guerre, il s'agit d'antisémitisme pur. La Cour créée pour empêcher des atrocités comme l'Holocauste nazi contre le peuple juif vise désormais le seul État du peuple juif. Premièrement, elle prétend outrageusement que lorsque les Juifs vivent dans notre patrie, il s'agit d'un crime de guerre.
Deuxièmement, elle prétend que lorsqu'Israël se défend contre des terroristes qui assassinent nos enfants, font exploser nos villes, nous commettons un autre crime de guerre. Pourtant, la CPI refuse d'enquêter sur des dictatures brutales, comme l'Iran et la Syrie, qui commettent des atrocités horribles presque quotidiennement. Voilà. Alors, il y a cet appel de Benjamin Netanyahu, et là, je vais vous donner la parole à Olivier Rafovitch, qui dit au fond, derrière la CPI, c'est pas qu'une attaque d'Israël, c'est l'antisémitisme. D'ailleurs, on vous a posé la question aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram. Vous avez été très nombreux à voter toute l'après-midi, et à une très très large majorité, à 74%, sur Twitter et Instagram, oui, vous estimez que ce qui se passe en ce moment à la Cour pénale internationale, ça porte un mot, c'est l'antisémitisme. Oui, parce que, encore une fois, derrière les structures légales, derrière l'élément international, il y a de l'antisémitisme. Il y a une volonté flagrante. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, il y a une fascination pour Israël. Tout ce qui touche Israël et les Juifs, évidemment, ça fascine. D'ailleurs, encore une fois, pourquoi la CPI? Attendez, je pose la question. Pourquoi la CPI, la question que se pose, pourquoi la CPI, en début février 2021, en plein Covid-19, en pleine crise mondiale, avec des crises, je dirais sans les compter, s'attaque de nouveau, depuis 2014, on est en 2021, à l'État d'Israël. Il y a ici une volonté flagrante. Qui est derrière ça? Je ne sais pas. Ça, faut savoir. Et Ali Kandi, au fond, vous dites Ali Waked, au fond, c'est Israël qui est visé, pas les Juifs. C'est ça que vous voulez dire? C'est Israël qui est visé, c'est pas les Juifs. Je vous rappelle, parce que quand ils ont visé le président soudanais, il n'était pas juif. Quand ils ont visé Milosevic, il n'était pas C'était qu'un des seuls qui a été visé, le Soudanais, mais il se balade tranquillement. Oui, il faut viser les Soudanais, il faut viser les Syriens, il faut viser les Yéménites, mais apparemment... La chance des Palestiniens, c'est Israël. Parce qu'on est un pays juif et qu'on attire le monde et qu'on intéresse le monde. Je vais entendre Paris. Cela, ça fait que les Palestiniens, tout d'un coup, deviennent importants et intéressants. Sans nous, il n'y a aucun... Attends, non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. André Berkoff. André Berkoff. Oui, alors Benjamin, moi je voudrais dire quelque chose là-dessus. Ça va peut-être vous provoquer ou choquer, mais je ne crois pas. En tout cas, je pense que Benjamin Netanyahou là-dessus, très sincèrement, il faut à un moment donné arrêter. Quand il dit que la CPI est antisémite, c'est pas du tout le problème. Il faut arrêter. Ah pardon, Israël est un pays aujourd'hui assez puissant. Il n'a pas besoin de parler d'antisémitisme. Même si ça existe, bien sûr qu'il y a des confusions chez beaucoup entre antisionisme et antisémitisme. Mais ce n'est pas le problème. Pour moi, c'est une erreur d'attaquer là-dessus. Alors quelle est la raison, André? Alors pourquoi la CPI? Pourquoi c'est une erreur? André, pourquoi la CPI attaque Israël maintenant? Oui. Quelle est la raison? Dites-moi pourquoi. Depuis 2014, on attaque Israël. Je vais vous le dire. D'accord. Mais je vais vous le dire, Olivier, parce que la clientèle, écoutez, comme à l'ONU, un État, une voix, un État, une voix. Le Malawi a la même voix que les USA. Donc, combien de clients anti-israéliens il y a à l'ONU, ou combien de clients anti-israéliens il y a à la CPI? C'est de la clientèle. Donc, c'est quoi? Donc, c'est de l'antisionisme. Alors, attendez. Alors, donc, c'est de l'antisionisme. C'est de l'antisionisme? Mais non, mais même pas. C'est même pas. À mon avis, c'est même pas de l'antisionisme. C'est qu'ils ont remarqué à partir du. Non, mais au fait, c'est pas compliqué. À partir du moment, comme le décrit très bien André, où un État c'est une voix. À partir du moment où les États démocratiques quelque part se sont retirés du jeu et ont laissé le terrain de jeu à des États voyous. Là-dessus, Israël a fait office d'épouvantail. C'est vraiment des espèces de tractations, tout ce qu'il y a de pire en politique qui se passe. L'épouvantail israélien. Ali Waked, un mot et on va clore le débat. Parmi les États voyous au Conseil... Attaquer sur l'antisémitisme, attaquer sur le clientélisme. Intéressant. Parmi les États voyous... au royaume des relations internationales. Parmi les États voyous, tout un nombre d'États du Golfe avec lequel M. Trump, que Olivier Rafovitch l'admire infiniment, a fait du business. Et à cause de ce business, l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ne respectaient pas le droit de l'homme, le droit des LGBT, ont le même poids et peuvent influencer. Donc, il faut cette hypocrisie pour une fois que se termine. Ils sont soit des pays voyous, soit des pays avec lesquels... Là, on relance un autre débat encore. On relance un autre débat. Juste après la pause, Olivier, après la pause. On marque une petite pause. Dans quelques instants, retour avec notre grande gueule. Ici à Tel Aviv, également à Paris. On va parler aussi de ce qui se passe en France, mes chers amis, et notamment ce climat délétère
délétère autour de ce professeur de trappe qui dénonce des banlieues où même les musulmans, dit-il, modérés ne vont plus. A tout de suite. Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie de Merci de nous retrouver. Toujours à mes côtés, Noémie Aliwa. Et ce soir, Ali Waked, directeur de la chaîne i24 News en arabe. Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tsahal, expert en communication. À Paris, Abdou Salmani, écrivain éditorialiste international, ainsi qu'André Berkoff, éditorialiste politique. Juste avant la pause, nous parlions de la CPI, qui donc estime pouvoir décider si oui ou non Israël a commis des crimes de guerre en 2014. D'ailleurs, sur Twitter, et je vous remercie, vous avez été extrêmement nombreux à voter aujourd'hui, à nous dire que oui, pour vous, c'est de l'antisémitisme. Olivier Rafovitch, en 20 secondes pour clore ce débat. La CPI n'arrivera pas à nettoyer, n'est-ce pas, le passé antisémite de l'Europe et du monde en accusant Israël. C'est ça qu'ils veulent faire, et c'est ça qu'ils font depuis des années. Ils n'y arriveront pas. Merci Olivier. Place maintenant à notre grand débat des GGGM. Et c'est d'une France bien divisée en ce début de semaine dont nous allons parler maintenant. Une France où, d'un côté, un professeur de philosophie dénonce des banlieues islamisées, où, dit-il, même les musulmans modérés ne vont plus. Et de l'autre, des artistes racisés, pour employer le mot consacré, qui dénoncent une nation d'hommes blancs et raciste, Noémie Aliwa. Exactement, et il s'appelle Didier Lemaire, il enseigne la philosophie depuis 20 ans à Trappes dans les Yvelines et il a publié un billet dans l'Obs en novembre dernier qui déplore l'absence de stratégie de l'État dans la lutte contre l'islamisme. Suite à cette publication, eh bien, il est intervenu de nombreuses fois à la télévision et aujourd'hui, il est visé par des menaces de mort et ne peut plus se déplacer sans être escorté par la police. Parallèlement, d'autres personnalités publiques dénoncent non pas l'islamisme, mais l'intolérance à l'égard de ceux qui se considèrent comme des racisés. Tout cela s'inscrit, toutes ces personnalités s'inscrivent de près ou de loin dans le sillage des décoloniaux. Citons notamment Assad Traoré qui affirme dans une interview à Jeune Afrique ce week-end que, je cite, les hommes noirs et arabes ne sont pas en sécurité en France, ou encore le coup de gueule de la chanteuse Iseult, l'ancienne candidate à la Nouvelle Star au sujet des minorités en France, qui estime eh bien, qu'ils doivent sans arrêt s'excuser d'être ce qu'ils sont. D'autres vont encore plus loin et considèrent, comme l'ancien footballeur Lilian Thuram dans son dernier ouvrage, qu'il existe une pensée blanche. La personne blanche serait porteuse d'une domination systémique. Et avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, je vous propose d'écouter ensemble ce que dénonce justement ce prof de philo, des accusations très graves sur ce climat, notamment à Trappes. Il était hier soir chez nos confrères de BFM TV. Je vais être très très concret. À Trappes, par exemple, il n'y a plus de coiffeurs mixtes. Les femmes maghrébines ne peuvent plus entrer dans des cafés. Il s'exerce évidemment une pression très forte sur les femmes par le voile et les fillettes également. En 18 ans, en 20 ans à Trappes, j'ai vu une évolution fantastique de la société. Les Juifs sont partis. Je suis arrivé en l'an 2000. La synagogue a brûlé. Les Juifs sont partis. Ensuite, ça a été l'exode d'autres populations. Et puis, à présent, maintenant, ce sont les musulmans modérés, en fait, qui s'en vont. Et les athées. Voilà, des propos qui font froid dans le dos. Je précise tout de même la réaction du maire de Trappes, qui lui dénonce, je le cite, des mensonges et des affirmations grotesquement fausses. Il y a bien des coiffeurs mixtes à Trappes, précise le maire de la ville. Je vais demander la parole d'abord à nos grandes gueules parisiennes pour analyser ce qui se passe. Abnous, entre ce prof d'un côté, ces chanteuses de l'autre, chacun désormais décrit un visage totalement opposé de la France. Est-ce que le pays est en train de tomber dans une guerre identitaire ? Mais pire, pas encore la guerre identitaire, mais l'obsession identitaire, oui. Mais rien que d'entendre effectivement égrener toutes ces théories, c'est un dialogue de sourds. Non, mais honnêtement, ça commence à être terriblement angoissant. C'est-à-dire que j'entends Assad Traoré dire que les Noirs et les Blancs ne sont pas en sécurité en France, je ne peux m'empêcher de penser à la communauté asiatique, qui avant même l'arrivée de la Covid subissait des attaques systématiques, puisque la légende, le préjugé veut que les Chinois aient les poches remplies d'argent liquide. Ils ont manifesté plusieurs fois, je n'ai pas souvenir d'avoir vu les mêmes associations qui passent leur temps à dénoncer une France raciste et inadmissible défiler avec les populations asiatiques, pour le tout véritablement victimes.
Je rappelle qu'après l'arrivée de la Covid depuis 1 an, nombre de buralistes d'origine asiatique ont été obligés de fermer puisqu'on les insultait. Il y a eu des tweets qui demandaient d'aller casser du chinois où que vous les trouviez et qui venaient de la défense de la Ligue noire. Enfin, tout ça est délirant. Et quand la jeune Mila, cette adolescente lesbienne qui est protégée, répond à Assa Traoré en disant oui, aussi des filles blanches, c'est une réalité. Moi, je trouve ça. Mais là, ce que vous décrivez quand même, c'est un climat délétère dans tous les sens. C'est que ça soit. Ah oui, non mais c'est dans tous les sens. Moi, je suis totalement affolée parce que en réalité, regardez, je vous ai juste pris les chiffres de 2018 parce qu'on n'a pas les autres. En 2018, il y a eu, on a 1 demi-million de Français juifs en France qui ont été victimes de 555 actes antisémites, soit une progression de 74% par rapport à 2017. Dans le même temps, il y a en France 6 millions de Français musulmans, moins de 100 actes anti-musulmans. Je pense que ça résume à peu près la situation d'hystérie dans laquelle on se trouve. Et c'est encore plus. Exactement, et il faut toujours rappeler ces proportions-là. Et les mêmes qui manifestent contre l'islamophobie en France, je n'ai pas souvenir de les avoir vus défiler contre le génocide qui a lieu en Chine contre les Ouïghours, ou le déplacement de population et les massacres de Rohingyas en Birmanie, et encore moins du fait que Narendra Modi en Inde est en train de transformer la population, les citoyens musulmans, en apatrides. Ça-dessus, on ne les entend pas. Là, clairement, il y a des actes anti-musulmans, des génocides, on ne les entend pas. Même par contre, défiler en France contre une de supposée ambiance anti-musulmane, c'est faux. Ces actes existent, il y a toujours des actes racistes, mais pas forcément. Et je voudrais juste finir sur tous ces artistes qu'on voit défiler et qui expliquent qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible que ce soit les mêmes qui sont diffusés en priorité sur toutes les radios, qui sont écoutés, qui vendent des disques. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu en France quelqu'un qui demandait la fin de la musique urbaine ou de qui que ce soit, que le cinéma est par définition un lieu ouvert et qu'on peut prendre la liste de tous les films. Donc ceux qui dénoncent l'oppression ne le sont pas, c'est ça que vous voulez dire au fond. Hyper éclétique. Bah non, moi et on les voit, on les entend. Par contre, je peux vous présenter des tas de gens de tout plein de couleurs différentes. Exactement, je peux vous présenter plein de gens de couleurs, d'obédiences différentes et des communautés juives qui sont paupérisées. Et c'est complètement délirant d'imaginer que pour être pauvre, pour souffrir, il suffit d'être victime de la colonisation, ou d'être noir, ou d'être arabe. C'est hallucinant, on tombe dans la folie furieuse. André Berkoff, je vais vous redire cette phrase prononcée par cet enseignant André. Les Juifs, les Portugais sont partis de Trappes, désormais les musulmans modérés partent aussi. Trappes d'aujourd'hui, est-ce que ça va être la France de demain? C'est la question, c'est ce que l'on craint tous aujourd'hui. Écoutez, il y a 20 ans, oui, ça ne nous rajeunit pas, il y a eu un livre qui est paru qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Tout à fait. C'est un livre collectif fait par énormément d'enseignants, sous la direction de Georges Bensoussan, et qui disait, écoutez, c'était en l'an 2000, il est paru, et le phénomène date d'avant. Où il disait, écoutez, il y a aujourd'hui des îlots, des territoires qui n'observent plus les lois de la République. Bien. Ces lois de la République, d'ailleurs, ça date vraiment, la date historique, je le rappelle parce que c'est important que vos téléspectateurs le sachent, c'est 1989 à Creil, quand 3 filles voilées sont rentrées et que le proviseur, il faut rappeler ce qu'ils étaient, il a dit, écoutez, on est un pays laïque, pas question que le voile soit admis à l'école. Il y a eu des manifestations et le ministre de l'Éducation nationale s'appelait Lionel Jospin, à l'époque, socialiste. Le proviseur de Creil a appelé le ministre de l'Éducation nationale, il dit, qu'est-ce que je fais? Et vous savez ce qu'il a fait, Jospin? Il a botté en touche et il était au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a botté en touche en disant, mais que les proviseurs se débrouillent, après tout, à chacun selon sa conscience et selon la nécessité. Et donc, il y a eu ça. Et puis, seconde chose très importante, c'est évidemment, on a pris ce qu'il y avait de plus hallucinamment lamentable en Amérique, c'est le genre, le woke, toute la déconstruction qui a actuellement lieu dans les universités américaines, qui consiste à dire que le blanc est par essence le colonisateur, le raciste, le misogyne, le sexiste. Et ça, c'est arrivé en France aujourd'hui. Et puis que... c'est complètement en France depuis quelque temps. Et si vous voulez, ce qui se passe et qui ne voit pas, c'est que cette gauche-là a perdu le peuple, a perdu la France des profondeurs et a pensé que le prolétariat, c'était les immigrés.
Et donc, si vous voulez, tout s'est reporté comme ça. Repentance, autopunition, flagellation, etc., etc. Et on en arrive à ce qu'on dit, oulala, dès qu'il se passe quelque chose, on ne touche plus. Pendant ce temps-là, et il ne faut surtout pas parler des musulmans et ne pas amalgamer les musulmans et les islamistes radicaux, mais les islamistes radicaux, ils ont un plan, ils ont quelque chose, comme ont eu d'ailleurs les chrétiens de l'Inquisition il y a longtemps ou autres, eh bien ils ont un plan et ils l'appliquent. Ouais. Donc voilà, ce qui se passe. Vous n'êtes pas étonné au fond, André Berkoff. C'est simplement... Vous n'êtes pas étonné. Alors, si vous le voulez bien, des uns, l'électoralisme des autres et l'abandon. Alors, si vous voulez bien, on va accueillir notre invité pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces banlieues. Et juste après, je vous donnerai la parole ici en plateau également à Tel Aviv. Le président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir Monsieur Petrover. Merci d'être avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Je vais préciser que Trappes, ce n'est pas dans votre circonscription, Jean-Christophe Lagarde, c'est important de le préciser. Pour autant, ce qui est arrivé à ce professeur, menacé de mort, simplement pour avoir parlé de Samuel Paty, plus tout ce qu'il décrit comme environnement aujourd'hui, ça aurait pu se produire aussi à Bobigny ou Drancy? Ça peut se produire malheureusement n'importe où vous avez des concentrations importantes de population venant des pays musulmans, mais en réalité, je ne sais même pas s'il a été menacé localement ou plus par les réseaux sociaux. Et puis... moi, je ne connais pas Trappes. C'est une ville qui traîne cette réputation depuis très longtemps, mais qui, pour autant, quand je lis la presse, semble démentir une partie de ce qu'il dit. Alors, je pense qu'il exprime quelque chose de réel, c'est-à-dire une pression sociale qui s'exerce et sans doute sur son enseignement. Après, je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas, mais d'une certaine façon... Mais quand il dit, pardonnez-moi, Jean-Christophe Lagarde, quand il dit « les élèves de façon générale ne se sentent plus français », la pression des salafistes sur les autres élèves est énorme. C'est un sentiment qui est partagé aussi dans d'autres villes, y compris dans celle dont vous vous occupez. Non. Alors, pardon, mais... En Seine-Saint-Denis, c'est pas le cas aujourd'hui, Jean-Christophe Lagarde ? Attendez, je ne m'occupe pas de la Seine-Saint-Denis, je vous parlais des villes que je connais. Oui. La pression d'un salafiste, non. Vous savez, le problème, c'est la difficulté de ne pas amalgamer. Musulmans et salafistes, c'est pas la même chose, et y compris la plupart de ceux que je connais, que je rencontre, que je côtoie, avec qui je vis, n'ont pas ni ce problème de pression salafiste, ni ce problème de racialisme qui, en réalité, n'est qu'un racisme, puisque vous avez mis les deux sujets l'un en face de l'autre. C'est pas du racialisme, c'est du racisme. Quand vous dites que les blancs sont ci, etc., quand vous organisez des réunions contre les blancs, quand vous oubliez des gens d'origine asiatique, c'est simplement que vous définissez qu'il y a des races qui doivent être protégées, qui seraient théoriquement victimes, etc. Mais ce sont deux sujets bien différents. Après, la réalité, c'est que progressivement, c'est glissé. André Berkoff parlait tout à l'heure d'une certaine gauche. D'abord, dans les racines du conflit israélo-palestinien. Bref, en Seine-Saint-Denis, par exemple, pendant des décennies, les élus de gauche ont expliqué qu'ils étaient les gentils vis-à-vis des populations d'origine maghrébine, qui n'ont rien à voir avec les Palestiniens, en leur disant qu'eux, ils étaient du côté du Palestinien et que les Israéliens étaient les méchants. Et puis, petit à petit, est arrivé un discours religieux qui, là, pour le compte, est effectivement programmé par les salafistes, qui a fini par leur dire, finalement, nous faisons partie de l'Oumma, nous faisons partie d'une même communauté, nous allons devoir nous battre contre... nous allons devoir nous battre contre ceux qui nous oppriment là-bas, puis, vous voyez, finalement, ceux qui nous oppriment là-bas ont leur protecteur blanc, je parle évidemment des Juifs, ont leur protecteur blanc ici. Et vous voyez ce qu'on vous raconte sur la Shoah, c'est pas vrai. Et vous voyez ce qu'on vous raconte sur le fait qu'ils seraient pauvres, c'est pas vrai, ils sont tous riches. Alors que je teste volontiers que dans ma ville de Drancy, il y a des familles juives pauvres, qui demandent des logements sociaux, pour qui c'est pas toujours facile d'ailleurs de trouver un endroit où on se dit qu'elles pourront être tranquilles. Donc voilà, la réalité. Vous vous rendez compte, on est obligé de rappeler aujourd'hui qu'il y a des juifs pauvres, pour essayer de couper les clichés. Oui. Noémie Aliwa, une question. Les communautés juives sont dans des territoires assez pauvres. Non, j'ai l'impression que vous noyez le poisson, vous dites qu'il n'y a pas de pression islamiste dans les territoires sur votre circonscription. J'ai bien compris, vous avez dit ça. Écoutez madame, je ne suis pas en train de noyer le poisson, je ne vais pas vous en inventer. Donc selon vous, tout va bien. Moi, je vis avec eux. Je ne les regarde pas de loin, je les regarde de près. Et cette pression que vous exprimez, salafiste, qui empêcherait un professeur à enseigner, venez au lycée Eugène Delacroix à Drancy ou venez d'ailleurs dans les autres lycées du coin, elle n'existe pas. Qu'en revanche, vous puissiez avoir des élèves, et même en âge plus bas... Oui, donc Samuel Paty, c'était une illusion collective, quoi.
Et madame, ce n'est pas dans ma circonscription, donc arrêtez de dire n'importe quoi. La réalité, c'est que si vous me parlez de Trappes, je suis dans la capacité d'en parler et vous demandez aux députés de Trappes de le faire parce que je ne connais pas Trappes. Je ne dis pas que ce n'est pas en train de monter dans la société. Je refuse l'amalgame et l'affolement, entre guillemets, général, parce que quelqu'un disait tout à l'heure, est-ce que c'est la France de demain? Non, ça ne devrait déjà pas être un morceau de France d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la France dans sa totalité non plus, il ne faut pas exagérer. Donc, la réalité, c'est que ces gens-là doivent être combattus et ils ont bien vu où étaient les failles, entre guillemets, du système français. Les failles du système français, elles sont de deux natures principales. La première, c'est le modèle français n'est plus promu. C'est-à-dire que ce qu'a apporté la France à la fois à nos concitoyens et au monde sur la liberté, l'égalité, la capacité de développement, la croyance dans la science, etc., n'est plus suffisamment promu dans notre pays. Et du coup, la croyance finit par remplacer tout ça et l'obscurantisme en fait le lit. Et la laïcité, naturellement. Et la deuxième faille, elle est dans le fait que l'intégration économique, l'intégration sociale n'existe plus. Pourquoi je vous dis que je n'ai pas cette même perception? C'est parce que la plupart de ceux que j'ai ici ont un espoir de progression, mais c'est vrai aussi qu'en 40 ans, quand il y avait 40% des enfants d'ouvriers qui devenaient cadres, il y en a 8% aujourd'hui. Donc vous mettez ça, Jean-Christophe Lagarde, pardonnez-moi, en fait vous mettez ça plus sur le côté social aujourd'hui, entre guillemets, que le côté pression islamiste, si je comprends le fond de votre pensée. Monsieur Petrovert, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire deux choses. Je viens de dire, un, nous ne vendons plus nos propres valeurs et donc on laisse d'autres valeurs s'installer dans le vide que nous laissons. Et deux, l'ascenseur social ne fonctionne pas. Ils prennent le lit sur l'ascenseur social. Il y a des questions, je vais passer la parole. Ce sont les deux jambes qui font progresser les islamistes. Olivier Rafovitch, tu as une question pour moi. Ce qui m'a un petit peu choqué dans vos dires, monsieur le député, c'est de dire il y a aussi des juifs pauvres dans ma circonscription. Alors vous répondez quelque part en disant la majorité sont riches. Comme le disent en fait ceux qui sont. Bah si, non, monsieur, mais excusez-moi. Non, c'est pas ça qu'il disait. Non, vous l'avez dit. Il y a aussi des juifs pauvres. On est obligé de rappeler qu'aujourd'hui il y a des juifs pauvres. C'est ça qu'il disait. Attendez. Non, mais attendez, laissez-moi juste terminer. Moi, je connais très bien la communauté juive de France et dans les banlieues parce que j'ai géré, entre autres, dans les années 2000, l'agent juif pour l'émigration vers Israël. Aujourd'hui, les juifs partent des banlieues, partent des villes autour de Paris, parce qu'il est impossible de vivre en tant que juif libre face à des gens qui sont antisémites pour des raisons multiples. Maintenant, les pouvoirs publics, les maires sont incapables de protéger les juifs dans ces villes-là. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, il y a une dernière chose que je voudrais vous dire, monsieur le député, c'est qu'il y a une pression politique qui fait que les gens n'osent pas toucher à l'islamisme dans les banlieues parce que ces gens votent et élisent des gens. Et quelque part aujourd'hui, la France rentre malheureusement dans un paradigme extrêmement grave où l'islamisme s'installe et devient à part entière partie de la République française. Et vous ne savez plus aujourd'hui comment vous en dépaître. Jean-Christophe Lagarde. Des solutions. Olivier Rafovitch, on vous a entendu. Jean-Christophe Lagarde, je vous en prie, allez-y. Je peux au moins vous répondre sur deux choses. La première, c'est vous sortir d'un fantasme sur le vote des islamistes, parce que si vous connaissez la théorie des islamistes, ils ne votent pas parce que c'est péché. Donc déjà, rien que ça, c'est faux. Mais parallèlement, moi, je veux vous dire une chose, c'est que si j'ai dit tout à l'heure, et ne déformez pas ce que je viens de dire, si j'ai dit tout à l'heure que je voulais attester qu'il y avait aussi les juifs pauvres, c'était pour combattre le cliché, et c'était à la suite d'une des intervenantes qui était en train de dire on a vendu ce cliché-là. Mais vous vous rendez compte, monsieur, vous vous rendez compte que dans votre bouche, vous êtes un élu de la République française, vous vous rendez compte quand même que vous dites une chose qui touche l'ADN de l'antisémitisme. Non, mais Olivier, non, je peux pas vous laisser ça. Il a justement expliqué. Mais ça rejoint la thèse antisémite. Non, j'écoutais très bien. Jean-Christophe Lagarde, je vous en prie. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Jean-Christophe Lagarde. C'est pas ça ce que j'ai dit, vous dites n'importe quoi. Non, je suis d'accord avec vous, Jean-Christophe Lagarde. C'est Olivier qui a interprété. Soyez prudent. Soyez prudent dans vos paroles. Jean-Christophe Lagarde, par contre, une vraie question sur ce que dit Olivier Rafovitch. Est-ce que à Drancy ou Bobigny, cette description qui nous, vu de Tel Aviv, nous inquiète, c'est-à-dire le départ de communauté juive de France, est-ce que c'est une réalité de votre terrain? Je vous pose la question. Alors, c'est une réalité. Par exemple, dans les écoles publiques, on n'arrive plus à scolariser des enfants juifs, les parents ayant peur, et je le comprends. Et on est même au point de subventionner des écoles qui sont des écoles juives, dans lesquelles ils ne se retrouvent qu'entre membres de la communauté juive. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité en tout cas à l'école élémentaire.
au collège et au lycée, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas les listes d'élèves, mais enfin, je n'en vois pas beaucoup. C'est une réalité. Est-ce que les familles s'en vont ? Il y a des familles qui sont dans les... Moi, j'ai un ancien adjoint qui est parti vivre à l'étranger, pas en Israël mais ailleurs, parce qu'il n'avait plus confiance dans la capacité à élever ses enfants, à la fois en sécurité, mais aussi dans un esprit de vie commune, celui de la République. Donc ça, ce problème-là, il existe. Pour autant, vous avez des communautés juives qui existent, il y a des villes où ça n'existe plus. À Drancy comme à Bobigny, vous avez des communautés juives. À Drancy, elle augmente un petit peu. À Bobigny, elle a réduit un peu au cours des 15 ou 20 dernières années. Je ne dis pas que ce soit facile. Ça, c'est un fait certain. Au contraire, les municipalités, comme vient de le dire votre interlocuteur, elles n'ont pas la possibilité d'aller protéger quelqu'un devant chez elle. Même la police municipale, vous ne pouvez pas protéger. Il doit y avoir dans ma ville à peu près 250 familles juives. Objectivement, la police municipale n'est pas capable de protéger tout le monde. Mais c'est plus à l'État de le faire, et c'est l'état d'esprit général qu'il faut combattre. Encore une fois, jamais... Alors, je dis ça et je préférerais ne pas nous porter malheur. Nous sommes à Drancy, ce n'est pas tout à fait une ville comme les autres. C'est une ville où aussi l'histoire apprend et est apprise. On n'a jamais eu d'agression dans notre ville, on n'a jamais eu d'injures, on a réussi à ce que les deux communautés vivent intelligemment. Est-ce que c'est... Et pourtant, il y a ce équilibre-là. Jean-Christophe Lagarde, une dernière question tout de même. Non, mais c'est un boulot de tous les jours. C'est un boulot de tous les jours. Pardonnez-moi, une dernière question. Vous avez publié dans les colonnes de l'Opinion, Jean-Christophe Lagarde, le 18 janvier dernier, une tribune « En finir avec les influences étrangères sur les mosquées de France ». Est-ce qu'il y a un lien à faire entre cette info-là et vos tribunes et le climat délétère que l'on dénonce depuis 20 minutes dans cette émission et globalement depuis 48 heures sur tous les plateaux ? Oui, pour une partie, oui. Par exemple, je pense que l'influence de la Turquie est extrêmement délétère en ce moment sur l'affrontement qui est souhaité entre les islamistes, les frères musulmans et l'État français qui est ciblé dans ses fondements. Oui, je pense que certains pays jouent un rôle, en tout cas qu'ils n'ont pas joué dans la religion. C'est-à-dire que moi, je suis pour qu'on sépare celui qui finance de celui qui reçoit l'argent, d'avoir un intermédiaire, une fondation, qui fasse que celui qui paye ne commande pas celui qui organise la prière, le culte, la formation, etc. Parce que c'est ça qui pose problème. Et on le voit bien dans l'existence même du CFCM. Dans le CFCM, au lieu d'avoir un musulman, une voix, vous avez des mosquées qui, en fonction de leur mètre carré, ont un certain nombre de voies. Ben, vous avez des États étrangers, y compris pas très loin de ma commune, qui louent des bâtiments, d'anciens bâtiments industriels, qu'ils appellent mosquées, dans lesquels il n'y a pas grand monde qui vient, mais qui leur donne un poids réel à l'intérieur du CFCM. Ça, c'est délétère parce que c'est bien la volonté d'États étrangers d'influencer... Et ça fait partie de cette guerre des identités. La communauté musulmane ou la relation avec l'État. Mais ces États étrangers, maintenant c'est la Turquie, avant c'était l'Arabie saoudite, c'était le Qatar, mais comme il n'y avait pas de problème entre la France et l'Arabie saoudite et le Qatar, donc l'État n'intervenait pas dans le financement saoudien ou le financement qatari, comme c'est le cas maintenant avec la Turquie. Parce que les dirigeants français et les dirigeants turcs ne s'entendent pas, donc il y a maintenant un problème. Mais pendant des dizaines d'années, les salafistes dont tout le monde parle maintenant, ils étaient financés par des pays qui étaient considérés comme des alliés à la France. Ça c'est un. Deux, j'ai entendu J'ai rien, c'est eux qui ont toujours tenu la mosquée de Paris. Monsieur, je suis d'autant plus d'accord avec vous. Ah pardon. Moi j'ai écrit il y a 10 ans dans un livre que s'il y avait un problème potentiel à venir avec la religion musulmane, c'était justement cette capacité d'influence étrangère. Et c'est pas moi qui avais eu l'idée d'ailleurs, c'est Dominique de Villepin qui disait entre celui qui paye et celui qui reçoit, il faut mettre un intermédiaire, sinon on a des risques d'influence majeurs. Et que ce soit le Maroc, l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Qatar, aujourd'hui la Turquie, de toute façon la France n'a pas à accepter que ce soit depuis l'étranger qu'on essaye de commander une religion, parce qu'à ce moment-là on peut en faire une arme contre nous. Donc de toute façon nous n'avons pas à l'accepter, on n'aurait jamais dû l'accepter. C'est vrai, tout ce que vous dites est vrai, la France l'a accepté. On ne veut pas rentrer dans un débat historique, monsieur le député, mais vous savez, depuis le début du XXe siècle, c'était les superpuissances européennes qui intervenaient dans les affaires des pays du Proche-Orient
en soutenant cette église ou l'autre église. Donc ce jeu religieux n'est pas exclusif aux pays musulmans. C'était avant le Royaume-Uni, la France et d'autres pays qui ont financé le retour des missionnaires chrétiens dans les pays musulmans du Proche-Orient. Donc c'est D'accord, mais là vous êtes en train de me parler, monsieur, vous êtes en train de me parler du temps des colonies. Je ne parle pas et je ne dis pas que le temps des colonies était la meilleure idée que les Européens ont eue. En tout cas, ça explique hier, explique aujourd'hui. C'est ça que vous voulez dire, Ali Wakel. Absolument. Jean-Christophe Lagarde, un dernier mot et on vous remerciera, je vous en prie. Évidemment, il vaudrait mieux éviter que des États étrangers puissent, d'ailleurs, accessoirement, j'observe que dans aucun pays musulman, ça n'est accepté. Le Maroc n'accepte pas que l'Algérie finance ses imams. L'Égypte ne va pas aller financer les imams en Arabie Saoudite. Donc, très franchement, ce qui ne se fait pas entre musulmans ne devrait pas être fait dans un pays laïque non plus. Voilà ce que je dis, c'est tout. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir été avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient et d'avoir accepté de jouer cet exercice un petit peu compliqué de débattre avec nous à la fois à Tel Aviv difficile en visio. Et à Paris. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Une petite remarque à ce que dit Abnous. Abnous a dit qu'elle n'a pas vu ces artistes défiler avec les Asiatiques et les autres et que le nombre des agressions ne peut pas être comparé au nombre d'attaques antisémites. Ça c'est oui, un. Mais deux, on peut pas ignorer la montée et du Front National, le Rassemblement National maintenant, et de la droite partout en Europe, la droite blanche, même dans des pays où il n'y a pas des immigrés. Par exemple, pour la Pologne, est-ce qu'il y a des immigrés en provenance des pays moyen-orientaux qui poussent la direction polonaise à adopter cette politique qui est anti-musulmane et anti-juif en même côté. Là, vous savez qu'il y a hier ou aujourd'hui, il y avait une artiste juive polonaise qui a parlé du rôle de la Pologne dans le Shoah et elle était portée devant un tribunal. Abnous, puisque c'est vous qui êtes interpellé. Je veux dire une chose, c'est quand même, d'abord, on n'est pas en Pologne, là on est en train de parler de la France, c'est quand même génial qu'à chaque fois qu'on ait un débat, là on vient de passer 7-8 minutes sur quoi ? Sur le financement des mosquées. Mais les 200 000 mariages forcés qui a eu lieu en France dans la communauté musulmane, ça passe sous le tapis. C'est quand même en France. L'excision, ça passe sous le tapis. La polygamie, ça passe sous le tapis. Et pardon de rappeler, c'est quand même sur le sol français qu'a eu lieu les attentats. Parce qu'il y a eu les attentats du Bataclan et que c'est en France qu'un homme, en l'occurrence Mohamed Merah, a poursuivi une gamine de 8 ans pour lui tirer une balle dans la tête. Donc c'est quand même pas rien, il faut quand même un peu le rappeler. Comme quoi le débat va se poursuivre ici sur ce plateau. Merci infiniment à Abnous Albani, André Berkoff, à mes côtés Olivier Rafovitch, Ali Wakel. Ma chère Nomi, on se retrouve demain pour un débat encore vivant comme tous les soirs. Merci à vous également d'être de plus en plus nombreux à participer au débat avec nous sur notre page Twitter et Instagram. Bonne soirée à tous. Dans un instant, Afrique, Jean-Charles Banoui.